Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligue Triagalica, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais annoncée lors de ce premier let's play que j'ai fait sur Total War Pharaoh, qui était une vidéo qui revenait sur la conclusion que je faisais de mon test de ce jeu lors de ce week-end d'ouverture qui a été fait donc à cheval entre le mois de septembre et d'octobre 2023. Et dans ce test, eh bien, j'ai eu l'occasion de découvrir ce jeu qui a fait tant débat et je voulais m'arrêter sur l'espace d'une vidéo, tout simplement, sur les différents travers, différents reproches qu'on a pu faire à ce jeu et finalement vous donner ma propre expérience, mon propre résultat d'expérience même sur ce Total War Pharaoh. Alors, c'est peut-être mon côté un petit peu universitaire, mais cette vidéo sera découpée en 4 parties en fait. La partie introduction que nous avons déjà entamée ensemble, et puis 3 parties. Donc la première sera sur l'avant Total War Pharaoh, c'est-à-dire comment ce jeu a été annoncé, comment ça a été pris, et finalement donner mon propre avis sur cette question. Puis on viendra sur 2 parties faciles, le jeu en campagne, comment j'ai ressenti mon expérience, quelle est mon expérience finalement sur ce jeu en campagne. Les campagnes dans les Total War sont aussi importantes que les batailles, mais tout de même, la troisième partie se réservera sur les batailles, qui est évidemment un aspect fondamental des Total War. Un bon Total War, c'est un Total War où les batailles sont excellentes. C'est le 23 mai 2023 que nous avons eu pour la première fois un contact avec Total War Pharaoh, lorsque nous avons reçu une bande-annonce ainsi que Creative Assembly qui changeait les images de ces différents comptes Facebook, Twitter, etc. Alors évidemment, il fallait s'y attendre, Creative Assembly est tout de suite devenu le pire studio de jeux vidéo de tous les temps. Il suffisait pour ça de regarder les différentes publications du studio sur les réseaux sociaux pour voir évidemment que l'on attendait uniquement un Medieval 3 ou un Empire 2 et que Creative Assembly, en sortant Total War Pharaoh, était complètement passé à côté de la plaque de sa communauté. Alors que nous n'avions pourtant à ce moment-là aucune information réelle sur le jeu, si ce n'est en fait cette publication de la bande-annonce du jeu qui est encore actuellement d'ailleurs la cinématique d'ouverture du jeu et le nom uniquement donc du jeu, et bien tout de suite une rumeur s'est installée, une peur, une crainte en fait qui a pris de l'ampleur et qui s'est malheureusement tellement installée qu'elle a complètement gangréné toute la politique et la stratégie merchandising de Creative Assembly. Ce qui fait que n'importe quel post, publication, idée, interview, etc., eh bien la communauté n'était pas contente en invoquant cette phrase qui est encore d'actualité alors que le jeu montre de plus en plus ses différences avec son frère. Eh bien c'est justement ce rapprochement entre Total War Pharaoh et Total War 3. En soi, cette crainte ne vient pas de nulle part. En fait, on savait très rapidement que Total War Pharaoh avait les mêmes parents que Total War 3, c'est-à-dire que Creative Assembly Sophia était à la manœuvre et que, eh bien forcément, il y allait avoir des rapprochements entre ces deux jeux. Mais il n'y a pas eu que ça. La logique même, en fait, a rapproché un bon nombre de joueurs, moi compris, je dois l'admettre, à me dire que ce jeu allait beaucoup ressembler à 3. Dans un premier temps, c'est évidemment le choix de la période. Alors, évidemment, 3 prenait place dans une période particulièrement ancienne, mais Total War Pharaoh va encore plus loin. Aucun Total War à ce jour, me semble-t-il, mais normalement ça devrait aller, eh bien, ne prend place aussi loin dans le passé. Et forcément, lorsque des joueurs disaient que chez Total War 3, on peinait à trouver des unités diversifiées et donc que ça allait forcément impacter le gameplay en campagne et en bataille notamment, eh bien ce problème allait certainement s'accentuer sur Total War Pharaoh et forcément rendre le jeu au mieux aussi peu intéressant que 3 pour beaucoup de joueurs, au pire encore moins intéressant. Et c'est donc dans un premier temps sur la période que l'on a largement critiqué le choix de Creative Assembly de partir sur l'époque pharaonique et que l'on a décrié les rapprochements évidents qui allaient apparaître entre Total War 3 et Total War Pharaoh. Mais rien ne s'est arrangé lorsque le 1er juin 2023 a eu lieu ce qu'ils ont appelé le premier contact en fait avec Total War Pharaoh et une longue interview a été faite entre différents développeurs du jeu et des présentateurs qui ont tenté de présenter le jeu dans ses phases, dans ses mécaniques, dans ses gameplays avec la communauté de Creative Assembly. Pour moi, c'est à ce moment-là que Creative Assembly a fait sa plus grosse erreur. Il me semble que cette interview, qui était très bien, que j'avais regardée à l'époque d'ailleurs, au moment où elle était sortie, eh bien, pose le problème en fait de ne pas tenter
de montrer les réelles différences de Total War Pharaoh. Et en fait, dans les différents leaks qu'on avait, alors on avait quelques images de campagne, quelques images de bataille, on avait aussi beaucoup de discussions sur le gameplay. Autant sur le gameplay, on pouvait être rassuré de toute cette histoire à propos de Total War 3, autant sur les skins des cités, l'ambiance de la campagne, les cartes, les images d'unités en bataille et même les unités en elles-mêmes, on sentait effectivement, c'est quand même difficile de ne pas l'avouer, une réelle influence de Total War 3 sur Total War Pharaoh. Et forcément, lorsque ça faisait un long moment que l'on critiquait cette influence, qu'on avait peur de cette influence, de ce jeu 3 qui a vraiment pas plu finalement, eh bien, mettre l'accent, peut-être sans le vouloir, mais en tout cas, ils n'y ont pas fait attention, ils n'y ont pas prêté attention, sur vraiment des images qui montrent ce lien fort entre les deux jeux, ça ne pouvait forcément que refroidir la communauté. Et c'est pour ça pour moi que cette interview a été un réel problème pour le studio, que ça n'a pas été bien fait, que ça n'a pas été correctement préparé. Parce qu'ils nous ont effectivement parlé de la météo, ils nous ont parlé de destruction des armures, des mécaniques de campagne, mais finalement, qu'est-ce qu'ont vu les joueurs? C'était leur pire cauchemar, c'est-à-dire un Total War 3-2. Et maintenant que j'ai joué au jeu, je peux vraiment dire que non, ce n'est pas un Total War 3-2, il y a une influence, mais il y a une influence comme, eh bien, on a des influences entre un jeu premier du nom et un jeu deuxième du nom, mais ce n'est pas le même jeu. C'est pour moi la preuve que cette interview est vraiment un échec, c'est qu'elle aurait pu réellement mettre l'accent, montrer que c'était possible de trouver dans ce jeu autre chose que du 3, mais cette démonstration n'a pour moi pas abouti. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur tout ça, et je parle bien de mon avis avant de jouer au jeu. J'ai été, et je l'assume, un des premiers grands réticents de Total War Pharaoh, pour plusieurs raisons. Alors la première, et ça a été celle de tout le monde, c'est que pour moi, forcément, on n'a pas intérêt à multiplier les jeux dans une même période. Alors vous allez me dire, oui, mais Total War Rome 2 et Total War Attila se sont suivis, ça s'est très bien passé. Certes, et en plus, effectivement, les deux jeux sont relativement proches, certes. Mais quel est le problème? Rappelons tout de même qu'Attila est un échec. C'est aujourd'hui un jeu qui jouit, et je suis le premier à l'adorer, d'une grande aura, d'un grand prestige. Mais ce n'était pas le cas à l'époque de sa sortie. Le problème donc, c'est que Total War Pharaoh risque d'être un échec. Et forcément, lorsque le studio subit un échec, on ne peut qu'avoir peur des suites de production de ce même studio. D'autant plus que Total War Attila partait sur Rome 2 qui certes avait été énormément critiqué lors de son année de sortie, mais qui globalement avait quand même été relativement acheté. Total War 3 a certes eu énormément de téléchargements, mais n'oublions pas que c'est principalement grâce à l'intervention de l'Epic Game Store qui l'offrait gratuitement, et on a tous très bien vu, de nombreuses vidéos le montreront et l'expliqueront bien mieux que moi, que le jeu vidéo s'est cassé la gueule dans les semaines qui ont suivi sa sortie, et plus personne n'y allait. Donc dans un premier temps, le jeu se base peut-être sur un semi-échec. Je dis bien semi car mine de rien, Total War 3 a quand même été acheté. Pour ce qui est du choix de la période, eh bien oui, de même, je suis toujours réticent quant au choix de cette période. Pour moi, l'Antiquité est ma période. Actuellement, peut-être le savez-vous, j'en parle régulièrement en parenthèse, j'aspire à devenir un historien de l'Antiquité, je suis en Master 2 recherche, et j'adore l'Antiquité, c'est une période que j'adore. Mes jeux, c'est Rome 2 et Attila, j'ai fait un let's play complet sur Total War Rome 2, Total War Attila, Imperator Rome, donc de Paradox, et j'adore cette période. Et j'adore les Total War sur cette période, comme je viens de le dire. Et effectivement, je suis content de voir que des jeux s'intéressent à ces périodes. Oui, on peut faire des jeux de guerre sur l'âge du bronze. Il faut arrêter de dire que c'est une période où la guerre se résumait à 50 personnes qui se tapaient sur la gueule et c'était le dernier qui était debout qui gagnait. Bien sûr qu'il y avait de la stratégie, bien sûr qu'il y avait de la tactique, mais le problème c'est qu'effectivement lorsque l'on est sur un jeu Total War et un jeu vidéo tout court, il faut le portage. Et parfois, effectivement, il faut être extrêmement ingénieux pour pouvoir porter de manière intéressante une guerre de cette époque au sein d'un jeu vidéo. A l'inverse, je rappelle que si Empire 2 et Napoléon sont extrêmement appréciés des joueurs, eh bien les guerres de cette époque intéressent moins car c'était essentiellement des combats à distance. Ce sont évidemment des guerres où il y avait de la stratégie, personne ne peut le nier, mais forcément puisque ce sont des mécaniques pas forcément appréciées, eh bien on ne reconnaît pas dans ces jeux parfois toutes ces qualités. Encore une fois, je précise que c'est le point de vue d'une partie de la communauté. Et le problème ici, évidemment, c'est que avant même que le jeu ne sorte, on avait de fait une certaine connaissance de Total War Pharaoh
par le prisme de Total War 3, puisqu'effectivement on peut au moins reconnaître un rapprochement entre les deux périodes, et forcément, et bien sur le jeu, les points négatifs avaient déjà été dits. Donc Creative Assembly et la communauté savaient déjà les points négatifs qui allaient ressortir de Total War Pharaoh. Ainsi, et on va pouvoir passer peut-être à la partie plus intéressante, parce que c'est normalement toute cette parenthèse est terminée, puisque le jeu, ça y est, on l'a eu en main. Pour terminer dessus, j'aimerais quand même rappeler que ce n'est pas parce qu'on est réticent sur la direction prise par un jeu qu'on est forcément un rageux. Parce qu'on a eu justement à l'inverse du rageux qui dit uniquement qu'il veut un Medieval 3, l'inverse, c'est-à-dire « Ah non, on n'a rien le droit de dire, il faut qu'on attende, etc. » On a le droit d'avoir son propre point de vue, et c'est pas parce qu'on dit quelque chose qu'on est forcément en train de dire qu'on veut non un Rome 3 ou non un Medieval 3. Non, ce n'est pas parce qu'on critique une direction prise qu'on est forcément un abruti qui ne réfléchit pas. J'ai été réticent, mais dans toutes les discussions que j'ai eues, et ça je l'assume aussi autant que mes positions, et vous allez voir qu'elles ont finalement plutôt changé, toujours dit, on n'a pas eu de jeu en main, il faut qu'on attende. Actuellement je pense ceci, mais c'est sous réserve que. Et la réserve ça a été de les tester, et c'est ce que nous allons voir maintenant ensemble. Et pour commencer ce retour sur mon expérience de Total War Pharaoh, j'aimerais commencer par parler du jeu en campagne. Et, eh bien, commencer peut-être par le commencement. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Quelle est la première chose que l'on ressent quand on joue à un jeu vidéo? Eh bien, c'est forcément la musique, les graphismes, c'est-à-dire l'ambiance. Et là, évidemment, on retrouve ce que je disais tout à l'heure lors de cette fameuse interview qui a été donnée le 1er juin, où on retrouvait un petit peu du Total War 3. Et oui, on retrouve du Total War 3 dans l'ambiance, dans les graphismes, mais je le dis de manière positive, car je n'ai vu personne, absolument personne, dire que Total War 3 avait une carte de campagne inintéressante, pas belle, etc. Certes, certains ont dit qu'elle avait un effet peut-être un peu trop cartoonesque, mais c'est tout ce qu'on a entendu. Là, le style est plus réaliste, mais on a vraiment la sensation de retrouver ce qu'on avait de mieux chez Total War 3. Les vagues sont magnifiques et caressent les différents littoraux. On a vraiment des toutes petites forêts. Le delta du Nil est vraiment magnifique, vert, scintillant à côté du désert jaune et onduleux de l'Égypte. Le ciel est beau aussi, même le brouillard de guerre est assez intéressant. Et puis on a évidemment bien sûr toute cette mécanique de jour et de nuit qui est là, qui est belle et qui donne vie en fait à cette campagne. Alors on peut reprocher à cette nuit, même si on est plutôt dans la partie graphisme, de casser un petit peu, voilà, je me suis même plaint pendant le let's play de dire ah ben là j'arrive pas à voir grand chose parce qu'il fait nuit donc faut vraiment plisser les yeux pour voir, mais en termes de graphisme pur j'entends, c'est vraiment très très beau et honnêtement ils ont fait un super beau taf et pourtant je n'ai pas eu le temps de vraiment descendre dans la basse et haute Égypte et quand même j'ai ressenti une réelle beauté et j'ai vraiment trouvé que c'était un terrain qui me plaisait de découvrir. Et tout ça est évidemment sublimé par cette musique. Alors la musique de 3, pour en avoir beaucoup discuté sur mon serveur, je considère que c'est l'une des plus belles des Total War. Encore aujourd'hui, il m'arrive de travailler dessus en utilisant les fonds. L'ambiance musicale de la campagne, j'entends, hein, est vraiment utilisée pour être en symbiose entre des éléments naturels. On entend les vagues, on entend les forêts craqueler, les oiseaux qui sont à l'intérieur, etc. Et des musiques, des instruments légers qui sont d'époque certainement pas, mais qui en tout cas nous mettent dans la peau de cette époque. Et ici on retrouve un petit peu cette même idée et on sent vraiment que ça c'est la patte artistique du studio et honnêtement comme j'étais un fervent défenseur de la patte cartoonesque de Total War 3, eh bien je reste un fervent défenseur des graphismes de la campagne de Total War Pharaoh.
Mais tout ceci reste finalement plutôt secondaire. Si un jeu est extrêmement moche mais que ses mécaniques sont intéressantes, eh bien ce jeu sera joué. Et Total War Pharaoh est, disons, plutôt abondant en mécanique et en différentes possibilités de gameplay lors de la carte de campagne toujours. Et pour commencer, j'aimerais évoquer avec vous la cour royale, la cour pharaonique dans le cas de mon utilisation lors de cette campagne avec Ramsès III. Eh bien, la première chose que je puisse dire, c'est qu'il ne me semble pas qu'on puisse réellement faire briller cette mécanique en seulement 60 tours comme il a été donné de le faire lors de ce week-end d'Early Access. Alors certes, j'ai mis un certain temps avant de la comprendre, hein, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression, en tout cas avec Ramsès III, peut-être que ce n'est pas le cas avec d'autres personnages légendaires, qu'il faut quand même un certain temps avant de pouvoir réussir à rentrer pleinement dans la mécanique, et hormis gagner évidemment quelques bonus assez rapidement, eh bien rentrer pleinement dans tout cet engrenage finalement, hein, de cette cour royale, eh bien il faut quand même un certain temps. En tant que tel, cependant, je dois quand même dire que cette mécanique m'a plutôt apprécié. Je suis honnête avec vous, je n'ai que très rarement trouvé d'intérêt dans les différentes mécaniques politiques des autres Total War. Rome 2 ça me saoule, Attila je trouve que c'est compliqué, alors il y a de très bonnes vidéos qui nous l'expliquent et finalement ça s'apprend assez facilement, mais en fait je ne joue pas vraiment à un Total War pour ça, en fait, pour être honnête. Et là, mine de rien, j'ai quand même réussi à au moins être intéressé le temps de cette campagne test. Peut-être que si j'y retourne au bout de 2 campagnes avec 2 personnages différents, ça va me saouler et puis je vais faire autre chose. Mais là où je trouve que le jeu est bien fait, et c'est ce qu'ils nous ont promis en tout cas, et ça par contre je n'ai pas encore eu le temps de le tester, c'est est-ce qu'on peut vraiment passer à côté de cette mécanique. C'est-à-dire, on s'en fout, rien à foutre, moi je fais mon royaume dans mon coin, et puis ensuite je vais défoncer tout le monde une fois que je serai assez puissant. De ce que j'ai vu, avec mes propres intentions de m'étendre ici et là, et avec le temps que j'ai eu, c'est possible. Il me semble tout à fait possible en effet de pouvoir amasser assez de ressources pour faire beaucoup d'armées et ensuite aller rouler sur tout le monde. Sous réserve évidemment d'autres mécanismes que je n'ai pas encore eu le temps d'exploiter. Donc forcément, on a des possibilités d'éviter un truc qui peut-être peut vous saouler. Mais si on veut l'utiliser, ça a l'air plutôt intéressant. En tant que tel, les mécanismes ne sont pas si profonds que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, on va quand même avoir des postes et puis qui vous donnent un petit bonus et puis vous pouvez faire 2 actions différentes, etc. C'est clair qu'on n'est pas sur du paradoxe, mais c'est pas l'objectif, encore une fois. Et là où on peut au moins remettre ça à Creative Assembly, c'est que quand ils font des mécaniques de politique trop complexes ou trop difficiles, parce qu'il y a beaucoup de lectures, etc., et ben, les gens ils ne aiment pas. Là c'est assez facile, les bonus sont clairement expliqués, et puis on a différents trucs, c'est très ergonomique, bref, ça va, c'est assez bien fait. Donc moi, la cour, j'ai plutôt bien apprécié. Maintenant, de là à en faire, si vous voulez, quasiment le fer de lance de toute la publicité de ce jeu, je ne sais pas. Je dois quand même reconnaître, pour finir sur cette mécanique, que ça a été assez rigolo d'aller taper le pharaon en fait et de se dire bon bah ok là c'est le grand big boss, c'est le grand chef, je suis en guerre contre lui et être en bataille avec lui à l'épisode 3 de ce let's play, bah, ça m'a quand même un peu fait rire parce que je me suis dit bon bah il y a vraiment cette sensation de rébellion, de guerre contre un très grand puissant et encore une fois une mécanique que je n'ai pas eu le temps d'exploiter, qui je pense peut être exploitée, mais il faut jouer différemment, qui est celle de la guerre civile, il faut rentrer dans la guerre civile, etc. Eh bien ça peut être assez intéressant je pense, hein. Donc encore une fois je n'ai pas, parce que ça appartient en fait à ce système de cours, je n'ai pas encore eu le temps de tout voir et de tout faire. Et mine de rien, ça a l'air plutôt sympa, hein. Je l'ai expliqué pendant que je jouais, ouais, ça va être cool quand même d'être au milieu de cette espèce de guerre, vraiment de guerre d'influence, et puis celui qui a le plus de légitimité gagnera. Avec Ramsès III, je voyais pas vraiment l'intérêt de m'y engager tout de suite, parce que j'avais pas assez de légitimité pour avoir une quelconque chance de gagner la guerre, mais c'est une mécanique assez intéressante. Et ce système de guerre interne, alors que ce sont quand même des États indépendants, eh bien je trouve que c'est plutôt bien vu et plutôt une bonne idée pour potentiellement faire de la rejouabilité, c'est-à-dire que chaque guerre civile sera complètement différente, en plus des autres guerres tout court d'ailleurs, autour des différents États. Alors maintenant on va passer à une autre mécanique qui va être celle des dieux. Alors assez rapidement dans la campagne, j'ai pris le parti de jouer avec le dieu d'Akhenaton, hein, donc Aton, donc le dieu soleil, et donc un dieu monothéiste. De ce que j'ai vu, et depuis maintenant j'ai regardé quelques vidéos sur les autres dieux, donc d'autres vidéastes, hein, eh bien on a quand même, je trouve, quelque chose de sympa. C'est-à-dire qu'on a toujours ce panthéon qui peut être
un petit peu flexible selon nos envies et selon nos besoins dans le jeu. Et puis il y a toujours ce côté libre qui peut être trouvé. Moi j'ai vraiment surkiffé me dire allez, je pars sur du Akhenaton, je pars sur du dieu du soleil, et puis je pars sur du gros monothéisme, et je m'en fous, et je suis peut-être le seul à le faire sur la map, et c'est ça que je vais faire. Il y avait vraiment cette sensation d'avoir fait ça dans l'idée de faire cette campagne, ce sera cette campagne. Et si je refais une campagne avec Ramsès III, je ferai peut-être pas ça, et ça sera plein de choses différentes, mais c'est pas grave. Et ça, c'était vraiment super sympa. En tant que tel, encore une fois, ça rajoute pas grand-chose, c'est-à-dire que depuis très longtemps, les Total War nous ont indiqué que une religion donnait des bonus, parfois des malus, etc. Bon, donc en soi, rien de nouveau. Là, avec Akhenaton, on a différentes mécaniques qui peuvent être de lier les bonus de différents dieux, etc. Bon, bref. Mais au-delà de ça, au-delà de cet exemple précis en fait, eh bien on a, je trouve, des mécaniques très intéressantes au niveau des dieux. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas exceptionnel, mais on peut pas dire que c'est pas fait pour que ce soit bien fait, en fait, plus précisément. On a un système d'hôtels, avec notamment les places fortes, les avant-postes, etc., qui peut être assez intéressant. La ferveur aussi qui va monter, qui va donner des niveaux. Bon, on sent encore une fois l'influence de 3, mais là on est parti sur quelque chose d'autre. Et c'est quand même, je trouve, plutôt bien, honnêtement. J'ai passé un bon moment à me dire ça, à me dire, bon, bah voilà, je vais partir sur quel dieu. Finalement, je suis parti sur Aton. Bon, c'était sympa, encore une fois. Il faut pas se dire, je vais acheter Total War Pharaoh parce que les mécaniques des dieux, c'est vraiment ça qui est trop bien. Alors par contre, s'il y a un point que je suis très content de revoir sur Total War Pharaoh, c'est les ressources. Moi, sur Total War 3, ça a été une libération. C'est-à-dire que Total War 3 a enclenché pour moi une logique de campagne qui devrait à tout jamais rester en fait dans les Total War. Et j'ai été déçu que ça ne soit pas là sur Total War Warhammer 3. Ça a été donc sur Total War 3 et c'est revenu sur Total War Pharaoh. C'est donc ces mécaniques de ressources avec de la nourriture, du bronze, de la pierre, du bois et puis de l'or. Avec en plus maintenant la ressource en tant que telle de la légitimité. Ce que j'aime énormément en fait dans ces ressources, en plus de rendre tout ça un petit peu plus complexe, pas juste bon bah j'ai 1000 pièces d'or, je peux construire 2 bâtiments de 500. Non, si on a plein de pierres mais pas de bois, ça marche pas. Si on a plein de pierres et un peu de bois, ça marche. Bref, il faut un équilibre, il faut des ressources, etc. Au-delà de tout ça et de, si vous voulez, la logique même de ces mécaniques, il y a un truc que j'adore moi, c'est me demander mais où est-ce que je vais m'étendre maintenant? Quels sont les vrais besoins de mon état actuellement, de mes armées? Est-ce que je manque de nourriture? Est-ce que je manque de pierre? La pierre, j'ai manqué de pierre tout le long de mon let's play, et c'est ce que j'ai cherché à acquérir. Et donc forcément, c'est super intéressant de se dire, je vais pas juste m'étendre à gauche comme dans d'autres anciens Total War parce que maintenant que j'ai tapé à droite, je vais aller taper un peu à gauche. Non, s'il faut qu'on tape pour aller choper des ressources, on tape pour aller chercher des ressources. Et les ressources, c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'on se fait la guerre. Donc forcément, c'est extrêmement intéressant de se dire, bon bah là maintenant, mes conquêtes sont justifiées, sont réfléchies. Je vais pas juste attaquer le bot parce que j'attaque le bot. Non, si j'attaque lui, c'est parce qu'il y a des ressources spécifiques qui m'intéressent. Et en plus, en 60 tours, on n'a pas eu le temps de le voir, mais il y a la raréfication au fur et à mesure des ressources. Alors il y a évidemment tout le système de crise au milieu et en fin de jeu en raison donc de destruction des piles de la civilisation, mais en fait en 60 tours on n'a pas trop le temps de le voir, donc je l'évoque pas trop. Mais au-delà de ça, sur Total War 3 c'était déjà le cas, des ressources vont se raréfier. C'est le cas de l'or par exemple. Et l'or on en a énormément besoin, on en a vu pour aller dans des postes à la cour, on en a besoin, les unités vont coûter de l'or, donc si on veut des bonnes unités en fin de jeu, il faut les ressources. Et pour avoir ces ressources, il faut s'étendre de plus en plus, chercher les filons d'or, chercher les ressources. Et ça franchement, Creative Assembly, c'est cool. Franchement, il faut garder cette mécanique, gardez-la, vous pouvez changer plein de choses, il y a plein de choses que d'autres joueurs vous diront, ça c'est pas bien, ok, alors peut-être écoutez-les, mais sur ça je suis désolé, je serai toujours un ardent défenseur, et s'il y a bien une chose que j'ai aimé de Total War 3 et que je suis super content et que j'ai adoré revoir sur Total War Pharaoh,
c'est cette mécanique de ressources. Et de cette mécanique de ressources, on va justement avoir une diversification des bâtiments. Et là, on arrive sur un point qui est peut-être un petit peu plus négatif. Alors certes, c'est cool, on a plein de bâtiments différents, avec plein d'effets différents, parce que sur les anciens Total War, bah forcément, quand on n'a qu'une seule ressource à produire, au bout d'un moment, ça va très vite, hein. Alors bon, on avait la culture, la religion à améliorer dans la province, etc. Mais hormis ça, il n'y avait que l'or à produire. Là, forcément, on a la demande, le besoin de produire d'autres ressources. Et le problème, c'est qu'on s'est quand même, je me suis quand même parfois un petit peu perdu avec trop de bâtiments en fait, où ben, il y avait tellement d'arbres de différents bâtiments que je me disais, mais attends, alors ça sert à ça, ça sert à ça, mais alors je comprends pas, ça sert à quoi, etc. Et honnêtement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en arrive peut-être à un peu too much. Alors c'est un point négatif, c'est oui, ben, je veux dire, est-ce qu'ils ont trop bossé? Bah, le problème, c'est plutôt à mon avis un problème d'agencement en fait, hein. C'est-à-dire que là, au début, ça faisait vraiment un gros bloc de bâtiments à apprendre qui n'était pas facile à comprendre. Mais sur ces bâtiments, on peut aussi ajouter le développement, la création de ces avant-postes, qui c'est pour moi une excellente idée. C'est-à-dire comment rendre la carte de campagne interactive, multiplier les petites choses à faire ou les choses moyennes et importantes à faire pour rendre la carte de campagne intéressante. C'est pour moi les principaux problèmes des anciens Total War, c'est-à-dire qu'on s'emmerde dans les cartes de campagne. Moi, je suis désolé, je m'emmerde dans une carte sur la carte de campagne de Rome 2, je m'emmerde, et même sur la carte de campagne assez tardivement, même sur Warhammer 2, on n'a pas grand chose à faire en fait sur ces cartes de campagne. Alors certes, on va avoir, il va falloir regarder si l'ordre public va bien, si on n'a pas de problème de corruption, si on n'a pas de problème de religion, etc. Pas de problème. Mais assez rapidement, on n'a pas grand chose à faire hormis déplacer nos armées et construire deux bâtiments. Et là, avec la multiplication des petites choses à faire et notamment l'avant-poste, et ben c'est bien. On n'a pas qu'une ville, on a aussi l'avant-poste. Et l'avant-poste, c'est bien parce que ça permet de spécialiser votre cité selon que l'on se place en zone frontalière, en plein milieu. On a différentes choses à réfléchir et forcément, c'est plutôt intéressant. Donc les avant-postes, c'est un grand oui. Je les ai trouvés peut-être un chouïa pété parce que j'envoyais quand même des assez grosses armées et parce que l'avant-poste était spécialement militaire, je pouvais même pas prendre la ville. Alors pourquoi pas, mais je trouve que ça... En fait, j'ai trouvé qu'il y avait un certain déséquilibre. C'est-à-dire que les cités en tant que telles ne peuvent pas être militairement autonomes. C'est-à-dire qu'une cité toute seule, même si vous l'améliorez comme un port, elle n'aura jamais une armée assez importante pour résister à une armée de 20 unités. Si vous construisez un avant-poste, par contre, ce sera le cas. Et peut-être que trouverais plus intéressant, j'aimerais mieux que en fait ce soit égalisé, c'est-à-dire qu'une cité où on puisse la développer militairement pour que ça ait un peu de gueule et qu'avec l'avant-poste ce soit vraiment bien et pas juste bah, vu que vous avez l'avant-poste, cette cité tiendra. Je comprends la logique de dire il faut un avant-poste spécialisé militairement pour que cette cité qui est davantage tournée vers l'économie, vers la citoyenneté, etc. fonctionne en elle-même. Pourquoi pas? Mais dans les faits, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Mais comme, et ça c'est un truc que j'ai plutôt bien aimé, on peut attaquer l'avant-poste d'abord pour l'affaiblir et ensuite attaquer la cité, ce qui prend plus de temps, mais donc est plus facile par la suite, et ben je trouve que c'est quand même pas trop mal branlé. Et sur les ressources, pour terminer, parlons rapidement de la diplomatie, parce que c'est étroitement lié. La diplomatie, globalement, très très bien. On est sur les mêmes mécaniques que Total War 3. Donc moi, j'ai pas grand-chose à en redire. Pour moi, les mécaniques de ces diplomaties-là, c'est vraiment les meilleures. Alors, il y a eu un débat qui a été ouvert. Trois royaumes, notamment, a été évoqué dans un commentaire en plus. Oui, alors c'est des mécaniques que je connais pas beaucoup. Maintenant, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, et j'ai pas grand-chose à dire. C'est bien, on peut faire les mêmes accords, etc. Donc, c'est très proche de ce qui s'est passé sur Total War 3, ce que j'avais apprécié. Donc là-dessus, rien à redire. Honnêtement, si on reste là-dessus et que petit à petit on ajoute différentes petites choses, je pense qu'on a encore pour quelques jeux avant d'avoir un vrai besoin d'évolution. Et enfin, pour terminer, pour la campagne, l'interface en tant que telle, mais en fait, on peut l'évoquer de manière générale, hein, c'est-à-dire dans le menu principal, dans la campagne et en bataille. Je trouve l'interface très clean, très propre. C'était même agréable à regarder à certains moments, hein. Alors la cour, bon, voilà, c'est rien de spécial, mais je trouve que le panthéon des dieux, je trouve que les textures pour représenter les dieux, il y a vraiment un respect, c'est vraiment joli. Les cartes d'images, enfin, les images de troupes sont vraiment jolies aussi. Bref, niveau interface, je trouve que c'est vraiment bien fait. La chute est jolie et claire. Parfois un peu surchargé. Je trouve les fenêtres vraiment grosses, notamment en bataille. À certains moments, j'étais en train de me dire, mais c'est trop gros, je vois rien, quoi. Mais hormis ça, en termes d'interface pure, je trouve que c'est plutôt joli. J'ai évoqué l'iconographie d'Akhenaton qui est super jolie. Enfin, vraiment, c'est très très beau. Après, faut aimer, évidemment, c'est vraiment stylisé Égypte antique, hein. Dans Total War Pharaoh, tu t'attendais à quoi? Mais si c'est le cas, si vous aimez ça, franchement, la chulée vous plaira, je pense.
et l'interface. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo qui va être le jeu en bataille. Et alors pour commencer, j'aimerais évoquer les cartes. C'est marrant que j'ai eu cette réflexion. On a en ce moment la critique qui est faite autour de Starfield. Bon, bah, la quantité et la qualité. C'est-à-dire que oui, il y a plein de planètes, mais il n'y a rien à faire dessus, en gros. Et là, c'est un peu le même principe, mais inversé. C'est-à-dire que dans les Total War, on a toujours eu de très grandes cartes, globalement. Et là, j'ai trouvé les cartes très petites. C'est pas très grand, on peut pas. On peut pas s'étendre. Alors, il y a la place pour faire les contournements, tout ce que vous voulez. Il y aura évidemment plein de place, hein, il n'y a pas de souci particulier. Mais c'est pas d'immenses cartes. Et c'est plutôt qu'elles sont travaillées. On va avoir des éléments sur la carte qui vont vraiment influencer la bataille. Je me suis appuyé contre des falaises, je me suis appuyé contre des éléments végétaux pour empêcher l'ennemi d'avancer, etc. Dans des batailles que j'ai fait un petit peu personnalisées dans mon coin, ben, je me suis rendu compte que on pouvait vraiment utiliser les hautes herbes pour embêter l'adversaire, le positionnement est important, etc. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est travaillé, mais c'est plus petit. Et ça va être une histoire de goût. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est quand même assez restreint. Il y a un peu un effet claustrophobie, si vous voulez, si vous faites une bataille Rome 2 et que juste après vous faites une bataille sur Total War Pharaoh, vous allez vous dire, ok, alors là, je suis vraiment serré, quoi. Hein. Donc forcément, ça va être une histoire de goût. Si vous aimez les cartes avec beaucoup de relief, etc., ça peut être sympa. Si vous préférez les grandes cartes hyper longues avec, franchement, le moyen de faire des avancées très épiques, etc., bon. Gros bémol en revanche, ça reste, hein, c'est bien sûr toujours les problèmes de pathfinding. Les unités ne savent pas où se mettre. Et ça, c'est absolument insupportable parce que c'est déjà le cas dans les anciens Total War et ça le reste. Quand on a une belle falaise, qu'on a envie de mettre nos archers hyper bien pour qu'on puisse tout simplement se positionner en hauteur et dégommer les autres, et ben on peut pas parce que les unités peuvent pas se rapprocher du bord et du coup ça donne des pathfinding complètement buggés. Ça, c'est franchement dommage parce que bah, en fait, c'est compliqué de faire des stratégies quand on se demande si le terrain va pas nous mettre des bâtons dans les roues. En plus, c'est plutôt facile de régler ce problème. Moi, je comprends pas pourquoi ils font pas comme lorsqu'on a une bataille de siège et qu'on a en fait un système de lock de position sur les murailles et qu'on puisse les positionner collés aux falaises et qu'on puisse tout simplement les reculer assez facilement comme on le fait avec les murailles en fait. Mais ça je comprends pas, ils l'ont pas fait, bon bah écoutez. C'est un gros point noir parce que c'est quand même assez embêtant de dire on a ça et en même temps bah c'est buggé, c'est un peu compliqué. Mais évidemment, comment parler de mon avis sur les batailles sur Total War Pharaoh sans évoquer les changements météorologiques. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en campagne, j'en ai pas eu à l'utiliser. Enfin, j'ai pas eu une seule fois de changement météorologique. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de tempête, j'ai pas eu de chaleur, j'ai toujours eu l'opportunité d'attendre que la température et que le climat soit clément pour faire la bataille. En bataille personnalisée et dans des autres vidéos, j'ai regardé, c'est quand même assez cool. Faut quand même être un sacré con, je pense, pour dire que c'est pas une mécanique intéressante. En fait, je pense, et c'est ce que je disais aussi avant que j'ai le jeu en main, c'est je trouve un peu la honte, selon moi, de se la péter en disant on a rajouté une mécanique de fou, c'est-à-dire on a mis de la météo en 2023. En fait, c'est une mécanique qui devrait être là depuis très longtemps. Il y a la mécanique de la météo depuis très longtemps sur les Total War, la neige, la pluie, le brouillard et le temps clément. Mais en fait, ça avait très peu d'effets. Là, la principale modification, c'est que ça peut changer en pleine bataille et que, effectivement, ça peut apporter des malus qui vont devoir vous obliger à changer votre stratégie, votre technique sur le long de la bataille. Certes, c'est super cool, c'est super intéressant et encore une fois, en fait, c'est pas là, j'aimerais un petit peu comprendre les gens qui ragent en disant bah oui, en même temps, on se la pète pour un truc qui devrait être normal. C'est lambda, en fait. C'est quelque chose qui devrait exister depuis un moment. C'est plutôt ça qui a été critiqué que finalement la mécanique en elle-même, qui franchement, honnêtement, est plutôt sympa. C'est très joli. Hein. Les tempêtes de sable sont vraiment belles à regarder. On a même parfois un petit peu de mal à se focus complètement. Même pour le joueur, finalement, on a des difficultés de vision. C'est pas si grave en fait, parce qu'on arrive quand même à s'en sortir. Bref, c'est très bien les changements météo. Moi, je regrette que, encore une fois, on ait mis l'accent dessus, alors qu'il y avait plein d'autres choses sur lesquelles on aurait pu mettre l'accent pour montrer que c'était un jeu qui avait quelque chose dans le ventre, quoi. Je trouve que ça, c'est une petite mécanique en plus. C'est pas le cœur du gameplay de ce jeu. Et maintenant, on vient à la partie la plus importante, hein, c'est les unités. Les unités, moi, je me suis bien amusé, évidemment, que ça va poser problème pour un bon nombre de joueurs. Et c'est ça le cœur du problème. C'est ça qui fait peur quand on dit que Pharaoh, c'est peut-être le fiston de Troie ou son petit frère ou que sais-je.
Bah, c'est qu'on arrive toujours à cette fréquence d'unités d'infanterie qui se ressemblent un petit peu. Alors, on a inventé des mecs avec des, enfin, on a rajouté des mecs avec des massues, des haches, etc. Oui, bien sûr. Mais y a-t-il vraiment dans ce jeu un problème de redondance des troupes? Non, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que on va utiliser les épéistes de la même manière que les unités à massue, que les lanciers vont être utilisés pareil. On peut quand même avouer que c'est des troupes d'infanterie qui vont être utilisées de manière assez symétrique, en miroir. Bien sûr qu'on ne va pas les utiliser pareil, mais il y a des rapprochements. Et bien sûr que si on adore avoir plein d'unités différentes, eh ben ça va pas plaire à tout le monde. Et c'est là en fait qu'on se rapproche le plus de Total War 3, je trouve, c'est dans justement ce choix d'unités. Alors bien évidemment, il y a la question des chars. Alors les chars, c'est un gros point noir pour beaucoup de dire il n'y a pas de cavalerie, il n'y a que des chars. Alors les chars sont très très bien, je trouve, dans le jeu. Il y a vraiment cette sensation de puissance, de mouvement qui se met en place, d'inertie du véhicule. Et on l'a vu ensemble en bataille, je l'ai reconstaté en bataille personnalisée. Lorsque le char fait une charge, le choc est quand même super stylé et tu sens vraiment l'impact du truc. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai plutôt bien aimé. Et franchement, ça dénote quand même de mécanique, de stratégie intéressante. C'est-à-dire que, bon, bah non, il y a des systèmes de cavalerie, mais c'est juste pas de la cavalerie pure, ce sont avec des chars. Bon. Après, je discutais aussi de la diversité des unités et une personne m'a indiqué que potentiellement, bah, c'était nul que d'avoir uniquement des archers, des frondeurs et des tirailleurs. Mais rappelons-nous que c'est sur la même base qu'ont été construits les anciens Total War. On a en plus différentes niveaux de qualité de ces différentes troupes. Donc on a quand même une certaine diversité de troupes. Mais là, moi, ça ne me déplaît pas trop, si c'est bien fait. Encore une fois, là où je trouve que ça a été mal fait, encore une fois, c'est que Creative Assembly, pour cacher un peu tout ça, a mis beaucoup l'accent sur des nouveaux petits gameplays qui ont été rajoutés pendant les combats, notamment le fait de pouvoir tenir la position, pouvoir reculer en restant de face et tout. En fait, le problème, ce qui a été beaucoup critiqué encore une fois, c'est que ça devait être des mécaniques ajoutées depuis longtemps et que ça sert à rien de masquer que derrière on est juste avec des petites infanteries et que devant on n'est pas grand chose en fait à se mettre sous la dent. Encore une fois, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que non, il y a plein de choses à faire, la stratégie est très importante, les combats sont rallongés pour que les contournements soient beaucoup plus mis en valeur, mais il faut être honnête, certains joueurs, et on peut le comprendre, certains joueurs ne seront pas friands de ces batailles et forcément dans un Total War, ça ne peut qu'être dangereux finalement d'investir dans un Total War. On se dit, bon, les batailles, peut-être que ça va pas me plaire. Donc peut-être que je vous invite à regarder des batailles, pas forcément que celles de la Legio, hein, mais de d'autres youtubeurs, beaucoup montré des vidéos de bataille, et vraiment de vous dire, ça risque d'être ça. Là, c'est vraiment, autant je pense qu'au prix d'une discussion, on peut vraiment convaincre de l'intérêt de la campagne de Total War Pharaoh. Autant dans les batailles, je pense qu'il faut vraiment que vous ayez une vision concrète de ce que c'est pour vous dire, là ça me tente, là c'est chaud, je suis pas sûr, et là ça me tente pas. Et une fois que vous aurez fait ce travail de vous dire, bon moi allez, ça peut me plaire finalement, les contournements, ça peut être fait avec d'autres unités que de la cavalerie, bon ok, il n'y a pas de lanciers d'élite, il n'y a pas les Spartiates royaux, mais on a de très belles unités quand même. Je pense que si jamais vous arrivez à faire le pas parce que forcément, voilà, c'est tout simplement que vous vous dites, je peux tenter ce coup avec ce jeu-là, je pense que ça peut vous plaire. Et on arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo. Est-ce que l'impérator en personne approuve Total War Pharaoh? Et la réponse est oui. Vous l'aurez compris, j'ai quand même pas énoncé de gros défauts sur le jeu. Il y a des problèmes, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir. Mais globalement, oui, franchement, c'est un bon Total War. Ça a l'air d'être un bon Total War, mais même... Enfin, vous allez me dire, moi je suis un défenseur de Total War 3. Donc bon, c'est plus facile. Et certes, c'est-à-dire que je pense par contre que c'est peut pas être un Total War pour tout le monde. Alors qu'on a quand même des Total War qui sont quand même plus universels. Je veux dire, bon, c'est pas le cas de Total War Attila, mais Total War Rome 2, universellement, il y a très peu de gens qui disent Total War Rome 2, je peux pas le sentir. On a en général des gens qui disent c'est pas mon préféré, mais au moins il est apprécié. Total War Pharaoh, je pense qu'il fait partie de cette lignée où des gens ne peuvent pas blairer cette mécanique de gameplay, ses directions et ses batailles. Donc forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Pour ma part, moi, et ça n'engage que moi, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'engage que mon propre avis.
eh bien je pense que c'est un bon Total War selon moi, et je pense que je prendrai du plaisir à retourner dessus lorsqu'il sera à nouveau accessible, et que si jamais le cœur vous en dit, je pourrais à nouveau vous faire un let's play. Pour ce qui est des batailles en multijoueur, une petite parenthèse quand même, hein, on est sur la Légion, à la base c'est quand même créé pour qu'on fasse des tournois Total War, eh bien je pense qu'il peut être intéressant de faire des tournois, mais soyons honnêtes, ça ne remplacera jamais les tournois qu'on peut faire sur d'autres Total War. Pour l'instant, on a, ok, des nouvelles mécaniques, on a des batailles rallongées pour faire des contournements, etc. Et je pense qu'on peut faire des batailles particulièrement stylées, des tournois très intéressants. Mais quand même, avouons-le, je pense qu'on n'est pas non plus sur une maîtrise des batailles multijoueurs comme on pourrait l'avoir par la suite, hein, sur d'autres anciens Total War. Je pense que malgré des mises à jour, malgré etc., on n'arrivera pas à cette qualité qu'ont eu les anciens Total War pour les batailles multijoueurs. Et malgré ça, je suis quand même assez intéressé par l'idée d'en faire un, hein. Donc si jamais j'ai des joueurs, j'aimerais le faire. Donc si jamais vous êtes vous-même une personne qui a Total War Pharaoh et qui veut se mesurer contre d'autres joueurs, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Legio Tria Gallica, et j'aimerais organiser un tournoi Total War Pharaoh, le mettre assez rapidement sur YouTube pour montrer le potentiel de ce jeu, et potentiel dans les deux sens, c'est-à-dire jusqu'où il peut aller et ce qu'il ne peut pas faire, aussi en multijoueur. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé, le lien du serveur Discord sera dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Legio Tria Gallica, et je vous dis donc à très bientôt. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.